Le premier ministre Mark Carney a lancé un message clair à l'industrie canadienne de la défense la semaine dernière. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. À Montréal, mardi dernier, il a dévoilé la toute première stratégie industrielle de défense du pays, un plan de 6,6 milliards de dollars qui vise à renforcer la base industrielle canadienne, à faire croître les PME d'ici et à créer des entreprises piliers sur lesquelles les forces armées pourront compter. La stratégie mise d'abord sur la fabrication au pays, surtout pour les capacités jugées essentielles à la défense nationale et aux engagements du Canada envers ses alliés. Même les conservateurs de l'opposition parlent d'un plan ambitieux, mais plusieurs se demandent si le gouvernement pourra réellement livrer la marchandise. Alors, pour analyser les enjeux de cette stratégie, je reçois Annessa Kimball, co-directrice au Réseau canadien sur la défense et la sécurité et professeure de sciences politiques à l'Université Laval. Madame Kimball, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, je veux juste préciser d'emblée qu'actuellement, environ 75 des acquisitions canadiennes en matière de défense proviennent des États-Unis. Ottawa vise 70 d'acquisitions attribuées à des entreprises canadiennes d'ici 10 ans. Selon vous, est-ce que c'est un objectif réaliste? C'est un objectif qui est réaliste à la limite que nos exportations en matière de la défense aux États autres que les États-Unis sont quand même assez limitées. Donc, on manque en fait, il y a des marchés très potentiels qui sont assez intéressants dans lesquels on peut exporter des produits canadiens parce qu'on avait quand même focusé sur le marché américain. C'est pour cela que je pense que c'est assez réaliste et pragmatique, probablement d'ici 5 ans, de voir ce changement. Le professeur Justin Massy disait récemment qu'il faudrait sans doute inclure des entreprises étrangères qui ont des usines au Canada pour atteindre ces cibles. Est-ce que vous êtes du même avis? Bien, c'est sûr que déjà là, dans la comptabilité, fort probablement des filières des entreprises américaines qui se trouvent au Canada sont déjà comptabilisées dans cela. Le gouvernement, si je comprends bien, il veut essentiellement développer des champions nationaux et vraiment sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, que ce soit des matières premières vraiment jusqu'à l'équipement fini. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui devrait être mis en place pour que ça puisse éventuellement aboutir? Bien, c'est sûr que ça dépend beaucoup de ce qui est la capacité sur laquelle on part. Donc, il y a certaines capacités dans lesquelles on est plus avancé vers avoir une indépendance. Il y a des autres où on a beaucoup de dépendance sur les États-Unis. Exemple, prenons les capacités d'aviation. Là, on a plus d'avantages comparés. Par contre, tout ce qui est spatial, satellite, là, on est plus dans, on a besoin de développer et réduire notre dépendance. Donc, c'est sûr que ça va dépendre des filières qui sont choisies aussi. Déjà, on voit certaines tendances qui émergent et les nouveaux acteurs qui vont faire le pont entre la ferme et le ministère va avoir un rôle qui est très important. Vous avez évoqué des nouvelles tendances qui émergent déjà. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien, c'est sûr, une des parties qui est assez intéressante, qui apporte un peu une axe européenne, c'est justement de créer un conseil qui va justement essayer de signaler la demande plus clairement au secteur de l'industrie. Puis aussi, avoir des experts en Export Canada qui va savoir qu'est-ce qu'on a comme exportation à la défense. Donc, il y a vraiment un disconnect, sachant, par exemple, on a 30 alliés en Europe dans lesquels on a des relations privilégiées, mais on n'exploite pas nécessairement ces relations parce qu'on tourne vers les mêmes États toujours comme le Royaume-Uni. L'annonce mettait beaucoup l'accent sur les retombées économiques. Certains experts, dont l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'OTAN, Wendy Gilmore, estiment qu'on a peut-être moins insisté sur l'urgence de combler les lacunes militaires actuelles chez les forces armées canadiennes. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, c'est sûr que avant tout, l'industrie, cette stratégie-là, c'est un outil de communication stratégique à l'électorat. Donc, on sait que les électeurs, ils s'intéressent beaucoup dans les emplois, puis surtout dans l'incertitude avec notre voisin américain. Donc, c'est sûr qu'ils ont mis d'avant ce côté-là. Moi, je pense aussi le côté combler nos besoins en défense est quand même plus mince. Mais moi, j'ai hâte de voir les premiers dossiers qui vont prendre des décisions. Par exemple, ils ont déjà signalé que ce sera les sous-marins. Donc, on a tous hâte de voir comment cela va se dérouler dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des lacunes qui sont encore plus importantes chez les forces armées canadiennes? Et est-ce que cette stratégie pourrait venir potentiellement les combler?
Pour moi, c'est plus difficile de voir comment cette stratégie vise à combler les manques ou les besoins qu'on a actuellement. Donc, c'est une stratégie qui vise à notre ambition plus que nos besoins actuels. Donc, en sachant que le processus de créer les besoins puis les exigences et tout ça, c'est quand même un processus politique. Pour moi, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est le fait qu'on continue à donner certains pouvoirs, des rôles à cette nouvelle agence de l'investissement à la défense, qui ne devrait pas avoir beaucoup d'effectifs non plus. Donc, ça commence à avoir beaucoup de tâches, pas beaucoup de monde, beaucoup de décisions à faire, beaucoup de annonces à faire d'ici l'été. Donc, ça, c'est la chose qui m'intrigue le plus. Bien, justement, là-dessus, cette nouvelle agence d'investissement en défense, elle aura vraiment un rôle clé, mais vous le mentionnez, elle reste encore à faire ses preuves. Qu'est-ce que vous allez surveiller au cours des prochains mois afin de vraiment pouvoir juger de son efficacité? C'est sûr que les annonces par rapport à des grands projets qu'on a déjà identifiés, il y a également, il devrait mettre sur pied ce nouveau conseil qui va faire le pont avec le secteur. Puis également, moi, comme quelqu'un qui travaille au secteur universitaire, j'ai hâte de voir comment ceci va tomber vers les universités. Parce qu'on parle du fait que ceci, c'est une opportunité générationnelle. Donc, moi, j'entends génération dans relève dans ça, pas nécessairement les gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, si on vise vraiment à la prospérité de l'avenir, il faut réfléchir dans ce texte-là aussi. Et juste en terminant, plus tôt ce mois-ci, l'administration de Trump a critiqué les politiques européennes qui, elles aussi, favorisent davantage maintenant leurs producteurs locaux en défense. Le Canada doit-il craindre, selon vous, des pressions ou des représailles semblables de la part des Américains, étant donné cette nouvelle stratégie qui a été annoncée? Ben, je dirais en même temps qu'on vient d'annoncer cette stratégie-là, il y avait des autres choses qui passaient sous le radar, là, sauf pour les experts, comme par exemple, en même temps qu'on a annoncé cette stratégie-là, on a quand même acheté des pièces d'achat en avance de prévision pour 14 plus des F-35. Donc déjà, on a payé pour les 16, mais on a signalé à Washington qu'il va y avoir un autre 14 qui va venir. Donc, encore là, ça, c'est les signaux qu'on vise un peu à donner de rassurer les Américains. Qu'il y a certaines parties de notre défense dans lesquelles il va y avoir je ne veux pas dire dépendance, mais quand même, on va acheter certains produits américains, comme probablement les F-35. Vanessa Kimball, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Merci beaucoup.